L'autre jour, dans une émission qui compte son audience en millions, on a vu passer ça. Je pense vraiment que 50%, la moitié des arrêts de travail, je pense que c'est du flan. Alors toute première chose à faire pour construire son esprit critique face aux médias et au discours politique, c'est faire la différence entre un fait et une opinion, entre une analyse, une interprétation des faits et un avis. L'opinion, c'est-à-dire le « moi je pense que », c'est une mauvaise herbe du débat et de la réflexion, parce que ce qu'on pense peut n'avoir aucun lien avec la réalité et les faits. Et ça, c'est quand même un peu problématique. Donc, notre premier job, c'est d'apprendre à reconnaître une opinion et de la faire passer par un filtre d'esprit critique avant d'en accepter le quart de la moitié du début. Réfléchissez 2 minutes. C'est pas excessif. Alors qu'est-ce qu'une opinion ? Le Larousse nous dit que c'est un jugement, un avis, un sentiment qu'un individu émet sur un sujet. Bon, maintenant, ce jugement, ce sentiment, cet avis qu'on émet sur un sujet, est-ce qu'il nous vient d'une mûre réflexion, d'un raisonnement logique à partir des faits, ou est-ce qu'il nous vient un peu de nos valeurs, un peu de ce qu'on a entendu et lu à gauche à droite, et un peu de ce que notre cerveau trouve confortable, parce que ça va dans le sens de ce qu'il pense déjà. Le problème, il est là, c'est qu'une opinion qu'on se fait sur un problème politique donné ne découle pas forcément des faits et de la logique. C'est un truc beaucoup plus mou, une opinion. Ou disons que c'est plus aléatoire. Des fois, notre opinion, elle rejoint les faits. Par exemple, si je dis « je pense que la Terre est ronde », tant mieux. Et des fois, l'opinion ne rejoint pas les faits. Je pense que la moitié des arrêts maladie sont bidons. En l'occurrence, les chiffres nous disent plutôt 15% sont bidons. Alors on s'empresse d'ajouter qu'il n'y a pas de chiffres fiables sur cette question parce que c'est très compliqué à mesurer combien quelqu'un ne va pas bien et donc si son arrêt maladie est bidon ou pas. Une chose est sûre, c'est que si les services de la Sécu et les chercheurs en sciences sociales qui bossent des heures et des années sur le sujet n'arrivent pas à trouver de chiffres exacts, on peut se demander comment notre chroniqueuse chez Hanouna a trouvé son 50%. J'ai dit « je pense » parce que quand vous allez chez le docteur, c'est très très simple de faire un arrêt de travail. Alors je pense que 50% parce que regardez comment c'est facile à faire quand on va chez son toubib, on a connu plus rigoureux. Alors on va nous dire « oui mais bon, c'est touche pas à mon poste, c'est normal, c'est du divertissement, c'est pas leur job de faire des analyses rigoureuses ». Peut-être, enfin on pourrait quand même objecter que quand on a une audience qui se compte en millions, on a peut-être une petite responsabilité de ne pas dire des choses complètement fausses. Mais ok pour les émissions de divertissement. Sauf que balancer un avis absolument pas étayé, ça se fait aussi sur des plateaux considérés comme beaucoup plus sérieux. Par exemple, Jean-Michel Apathy, éditorialiste en vue, l'autre jour, sur la 5. Laisser penser que la corruption en France, politique singulièrement, est plus étendue que dans d'autres pays ne me paraît pas correspondre à la réalité. Voilà un exemple chimiquement pur d'une opinion. Et il a fallu que la présidente d'Anticor, qui est l'association spécialisée dans la lutte contre la corruption, qui connaît ces chiffres, viennent gentiment mais fermement lui démontrer le contraire. Moi j'ai un chiffre à vous donner quand même parce que le coût de la corruption a été évalué en France par an par le Parlement européen à 120 milliards d'euros. Dans les autres pays c'est beaucoup moins, beaucoup plus. Pour l'Union européenne, le total c'est 980 milliards. Bon voilà, mais d'autres pays aussi. Bon bah voilà, dans d'autres pays aussi, quoi, circuler, y a rien à voir. Si l'Union européenne évalue à 120 milliards la corruption en France, pour 980 sur toute l'Europe, bah si, c'est un phénomène qui a priori touche la France plus que les autres. Alors là, on est en présence d'une opinion qui contredit les faits de manière flagrante. Mais il y a plein d'opinions qui sont pas forcément fausses, mais qui reposent sur rien de vraiment solide, et de fait, n'ont pas grande valeur. Très profondément, je pense que les Français nous ont accordé une majorité relative pour nous pousser à justement avoir ces démarches d'accord transpartisan. Ça, c'est la lecture d'Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. Alors peut-être que les Français n'ont donné de majorité que relative à Emmanuel Macron parce qu'ils voulaient que son parti fasse des compromis avec les autres. Peut-être qu'il a juste déçu pas mal de monde, et on a moins voté pour son parti, et donc il a eu moins de sièges. Donc, ce que dit Olivier Véran, on peut regarder ça avec un œil circonspect, disons ça comme ça. Ces deux exemples pour dire que les opinions sont quelque chose qu'on trouve beaucoup dans le débat public, et partout. Et peut-être qu'il y en a tellement beaucoup, et tellement partout, qu'on s'y est habitué, et on pense que c'est normal. Sauf que, habitué ou pas, l'opinion, c'est pas ouf dans le cadre d'une réflexion logique. Alors qu'on se comprenne bien, une opinion, c'est tout à fait légitime. C'est juste qu'il faut la prendre pour ce qu'elle est, quelque chose de beaucoup moins stable qu'une analyse des faits. Et donc, il faut lui administrer une dose supplémentaire de remise en cause. Revenons à nos moutons méthodologiques. Le tout premier réflexe d'esprit critique qu'on se doit d'avoir d'après nous, c'est savoir repérer une opinion, et de deux, lui faire passer une radio des poumons pour savoir combien elle colle aux faits.
Chaque fois que quelqu'un ouvre le bec, que ce soit un responsable politique, que ce soit un journaliste ou un chercheur ou quelqu'un qui intervient dans un espace de débat public, il faut se demander, est-ce que c'est une analyse ou est-ce que c'est une opinion? Est-ce que le gars ou la fille est en train de se baser sur des faits et de mener un raisonnement logique, ou est-ce qu'il ou elle est en train de donner son sentiment? C'est quelque chose qu'il faut se demander à chaque fois. Alors, reconnaître une opinion, des fois, c'est facile. Je pense qu'il y a quand même des bonnes chances que le parti républicain reprenne le pouvoir à la prochaine présidentielle. Voilà une opinion. Je pense que, dit Franz-Olivier Gisbert. On pourrait ajouter qu'à propos des futures élections présidentielles aux États-Unis, à un moment où on ne sait ni si Donald Trump va pouvoir se présenter, ni si le gouverneur DeSantis peut s'imposer, ni si Biden va se représenter, ni même s'il y a d'autres candidats comme Kamala Harris ou Beto O'Rourke qui peuvent le remplacer. Dire que les républicains ont de bonnes chances de gagner, faut quand même oser. La vérité, c'est qu'on n'en sait rien du tout. C'est de l'opinion à l'état pur. Ça vaut 0 en termes d'analyse politique. Mais ce qu'il y a de bien avec cette opinion-là, c'est que Franz-Olivier Gisbert l'assume comme telle. Et ça se voit, ça commence avec un gros « je pense que ». Donc c'est facile à remettre en question. Mais des fois, c'est plus difficile. Nous vivons un mémoricide et un génocide en même temps. Un génocide parce qu'il y a un changement de population, c'est clair. Un génocide, Philippe de Villiers? Un génocide du peuple français, oui. Un génocide. Oui, vous employez... j'appelle génocide un basculement démographique qui fait que dans 30 ans, le problème est réglé. Il suffit d'aller dans la rue pour le voir. Là, il ne dit pas « je pense que », il affirme quelque chose, avec un mot très fort en plus, « génocide du peuple français ». Alors on a vu moins polémique. Pour l'énarque et le fin tacticien qu'est de Villiers, ce mot est un choix, et ça nous donne l'impression que c'est son analyse de la situation du pays. Sauf que ce n'est pas une analyse, c'est une opinion. Sur quels éléments se base Villiers pour dire « génocide du peuple français » sans même remettre en cause le choix de mots, il y aurait sans doute un bon débat bien houleux à avoir sur la question. Sur quels faits, sur quels chiffres, sur quels travaux de démographes? Comment arrive-t-il à cette conclusion? Et il suffit d'aller dans la rue pour le voir, n'est pas un argument. Donc, première étape toujours, est-ce que c'est des faits ou l'interprétation de ces faits, ou est-ce que c'est une opinion? Une fois qu'on a vu que c'était une opinion, ce qui est déjà beaucoup parce que ça nous permet de mettre à distance, il faut ensuite aller tester les faits derrière. Et alors malheureusement, ça n'est possible que si on en a le temps et l'énergie. Alors faisons l'exercice pour le cas de Villiers. En France, sur les 40 dernières années, la proportion de la population sur le territoire qui sont des étrangers est passée de 6,8% à 7,7%. On met les chiffres de l'INSEE en bas dans les notes. Alors on ajoute une parenthèse, 50 ans plus tôt, en 1932, il y avait déjà 6,6% d'étrangers. Donc, un peu plus, un peu moins, il y a des cycles, il y a des pics, mais globalement, la proportion d'étrangers en France, elle est assez stable. On ajoutera par parenthèse que notre globalement, elle est stable, c'est une interprétation des faits. Mais on essaye de la baser sur des faits. Alors si on compte les immigrés plutôt que les étrangers, on passerait de 8% à 10%, et il y a une légère augmentation sur les 40 dernières années. Mais de là à parler de remplacement de la population ou même de génocide du peuple français, le mot est quand même chargé. On n'est plus dans les faits. Maintenant, notre sujet n'est pas de débattre du nombre d'étrangers en France, qui serait un débat très intéressant au passage, mais de voir que ce que dit Villiers, qui est peut-être vrai, peut-être faux, c'est une opinion et qu'il faut la prendre comme telle, et c'est à prendre avec des grosses pincettes. Conclusion sur le sujet. Dans le débat public, les affirmations qui ne s'appuient pas sur des choses tangibles, que ce soit des chiffres ou des travaux de chercheurs en sciences sociales, il faut s'en méfier méthodologiquement. Maintenant, ne nous arrêtons pas en si bon chemin. On parle des autres, qui donnent leur avis plus ou moins éclairé sur les plateaux, mais nous, est-ce qu'on ferait pas un peu pareil, nous? Quand on boit un pot avec les amis, et que la discussion bouge lentement vers les élections, le féminisme, ou Éric Zemmour, bref, quand, souvent malgré nous, on ouvre la boîte de Pandore. Est-ce que nous, tout ce temps qu'on est, on dit des choses qui sont étayées, qui se basent sur des faits, ou est-ce qu'on n'est pas en train de donner notre sentiment basé sur pas grand-chose? En fait, l'exercice de différencier les opinions et les faits, qu'on applique au discours politique, on peut, et à notre humble avis on devrait, se l'appliquer à nous-mêmes. Soit pendant ce charmant dîner où on parle de Sandrine Rousseau, au moment d'ouvrir son bec, soit après coup, à froid, en se demandant « la position que j'ai défendue, est-ce qu'elle est vraiment étayée? Elle est basée sur des choses concrètes? Ou juste c'est un truc auquel je crois, par habitude ou parce que j'ai entendu des choses dessus, et puis je m'en fiche si c'est que partiellement vrai, tant que ça me permet de clouer son bec à Tati Daniel, qui me gonfle en ce moment. » En faisant cet exercice, on se rendra peut-être compte combien nos positions sont souvent assez faiblement étayées. Avantage caché donc, ça nous permet d'approfondir notre humilité, en plus de développer notre esprit critique. Maintenant,
essayer de détecter les morceaux d'opinion dans le discours médiatique et politique, comme dans nos propres prises de position. C'est pas toujours facile à faire. D'abord parce que la limite entre les deux n'est pas toujours très claire. Et puis parce qu'on y est très habitué, et que donner son opinion, ça fait partie des pratiques de la discussion. Même si en vrai, sur les plateaux télé en tout cas, ça devrait pas trop. Notre premier job, c'est d'essayer de repérer les opinions, les morceaux d'opinion, dans le discours des autres, en nous-mêmes, et de les mettre à leur juste place, dans la catégorie des trucs intéressants, mais dont il faut se méfier. Avec un peu d'entraînement, ça devient vite un réflexe, et ça, c'est un outil de base certes, mais redoutablement efficace en matière d'esprit critique. Mettez des pouces bleus, chatouillez les algorithmes, abonnez-vous, et on vous donne rendez-vous au prochain épisode.